Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les rendez-vous de la doc de l'INJEP. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux jeunes et plus particulièrement aux pratiques informationnelles des 15-30 ans, thème choisi pour l'édition 2024 du baromètre de la JEBVA. Alors, au programme, nous allons d'abord avoir une présentation des principaux résultats du baromètre JEBVA avec Amélie Charruot, chargée d'études et de recherche à l'INJEP. Cette présentation sera suivie d'un moment d'échange de questions-réponses basé sur vos questions que vous pouvez poser dès à présent en utilisant le système Q&R que vous allez trouver en bas de votre écran. Cette séquence sera animée par Joachim Timothéo qui recevra aussi à cette occasion Charlotte Millot, directrice d'études et de recherche au CREDOC. Le CREDOC a participé à la production du baromètre JEBVA de 2024. Un second temps sera consacré à une mise en perspective de ces résultats avec Thibaut de Saint-Paul, délégué interministériel à la jeunesse et directeur de la JEBVA, et d'Emmanuel Mourlet, président d'Info Jeunes France. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que les rendez-vous de la doc sont enregistrés et ils seront à nouveau disponibles sur la chaîne YouTube de l'INJEP. Sur le site de l'INJEP, vous pouvez dès à présent retrouver le baromètre de la jeunesse de la JEBVA, donc le rapport des jeunes aux informations 2024, dont on voit très bien la couverture ici, et la synthèse parue dans la collection INJEP Analyse et Synthèse de l'INJEP sur la façon dont les jeunes s'informent sur les actualités en 2024. Un dernier mot pour remercier la mission valorisation et diffusion de l'INJEP qui a organisé cet événement et qui en assure tous les aspects techniques. J'invite maintenant Amélie Charruot venir nous présenter son analyse du baromètre et je vous invite à suivre une bonne séance aujourd'hui. Merci Amélie. Alors bonjour et bienvenue au rendez-vous de la doc. Je vais donc vous parler des pratiques informationnelles des jeunes et cette présentation va se structurer en deux temps. Donc dans un premier temps, on explorera la manière dont les jeunes suivent les actualités dans un contexte informationnel qui est devenu complexe. Nous verrons donc à quelle fréquence les jeunes suivent-ils les actualités et pourquoi. Quels thèmes consultent-ils et quelles sources mobilisent-ils? Alors, je précise dès à présent que le terme actualité est ici entendu au sens large. Les actualités recouvrent un large éventail de thèmes relatifs à la politique, l'économie, l'environnement, la santé, mais aussi à l'automobile, la mode et la beauté ou encore à la vie des célébrités, par exemple. Dans un second temps, nous examinerons la façon dont les jeunes s'informent dans les différents domaines de la vie quotidienne, tels que l'emploi, l'orientation scolaire, les déplacements au quotidien ou le logement, par exemple. On se demandera également à quelle fréquence s'informent-ils, sur quel sujet et quelles sources utilisent-ils. Et tout au long de cette présentation, on observera aussi l'influence de l'âge, du diplôme et de l'environnement familial sur les pratiques informationnelles des jeunes. Alors, tous les résultats présentés, ils sont issus de l'édition 2024 du baromètre JEBVA sur la jeunesse. Donc, il s'agit d'une enquête statistique annuelle qui est portée par l'INJEP depuis 2016, comme vous pouvez voir sur cette diapositive, et qui a été réalisée par le CREDOC. Et au total, en mars-avril donc 2024, on a environ 4500 jeunes âgés de 15 à 30 ans résidant en France qui ont été interrogés. Et en parallèle, le baromètre, il a aussi été administré à un échantillon miroir 2000 personnes âgées de plus de 30 ans. L'idée étant de mettre en perspective en fait les réponses des jeunes avec celles du reste de la population.
Par ailleurs, donc, les données ont été collectées par l'intermédiaire d'un questionnaire qui a été passé en ligne dans l'Hexagone et par téléphone dans les territoires d'outre-mer. Alors, sachez que le questionnaire du baromètre, il ne porte pas uniquement sur les pratiques informationnelles des jeunes. Il s'agit de la thématique de l'année 2024, mais le baromètre, il mesure d'autres indicateurs de manière récurrente, comme le niveau de satisfaction des jeunes à l'égard de leur vie, leur confiance dans l'avenir, leur état d'esprit ou encore leurs divers engagements citoyens tels que le bénévolat associatif. Sachez d'ailleurs qu'en septembre 2024, on a déjà publié un premier rapport sur l'état d'esprit et l'engagement des jeunes. Alors, ces précisions méthodologiques étant faites, passons maintenant à la manière dont les jeunes ont suivi les actualités. Les réponses fournies par les jeunes révèlent qu'une part importante d'entre eux ont suivi les actualités au cours de ces 12 derniers mois. Vous pouvez voir sur ce graphique, 7 jeunes sur 10, c'est-à-dire 71%, ont déclaré s'être tenus informés des actualités plusieurs fois ou tous les jours de la semaine. Et du côté des plus de 30 ans, à droite de ce graphique, la proportion de ceux qui ont suivi les actualités est encore plus élevée que chez les jeunes. On a 9 personnes sur 10, c'est-à-dire 90% âgés de plus de 30 ans, donc qui disent s'être tenus informés des actualités plusieurs fois ou tous les jours de la semaine. Le suivi quotidien des actualités, c'est-à-dire le fait de suivre les informations tous les jours, concerne également moins souvent les jeunes que leurs aînés. 4 jeunes sur 10 disent s'être tenus informés des actualités tous les jours de la semaine, contre 7 personnes sur 10 âgées de plus de 30 ans. J'indique au passage que le suivi quotidien de l'actualité progresse sensiblement avec l'âge, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, les 25-30 ans étant plus assidus à cet égard que les adolescents âgés de 15 à 17 ans. Cependant, tous les jeunes ne s'informent pas selon la même régularité. Le suivi quotidien des actualités, il varie en partie en fonction du genre, du diplôme et de l'environnement familial des jeunes. Alors, dans le baromètre, on s'est aperçu que la part des jeunes hommes qui s'informent au quotidien sur les actualités est un peu plus élevée que celle des jeunes femmes. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette slide, 40% des jeunes hommes ont suivi les actualités tous les jours contre 34% des jeunes femmes. Alors cet écart, il pourrait s'expliquer par une définition différente des actualités entre les hommes et les femmes, ou encore par un niveau d'intérêt pour l'actualité différent selon les sexes, mais aussi par la distribution inégale du temps libre. La répartition inégale des tâches domestiques réduit sans doute le temps que les jeunes femmes peuvent consacrer à d'autres activités, dont le suivi des informations. Le diplôme obtenu a également un effet notable sur la consultation de l'actualité. On s'est aperçu que les jeunes adultes qui sont diplômés de l'enseignement supérieur sont plus nombreux en proportion à se tenir au courant tous les jours de l'actualité. Donc, à titre d'exemple, 48% des 25-30 ans diplômés du supérieur ont suivi les actualités tous les jours contre 39% des 25-30 ans non diplômés du supérieur. Alors, il est intéressant de constater également que le cercle familial, il joue aussi un rôle déterminant sur la transmission des pratiques informationnelles des jeunes. Les jeunes qui estiment que l'actualité avait une très grande importance dans leur famille sont ceux qui suivent le plus souvent les informations au quotidien. 58% des jeunes issus de familles accordant une grande place aux actualités les suivent tous les jours, contre 22% des jeunes issus de familles peu intéressées par les actualités. Les 15-30 ans ont ensuite été interrogés sur les thèmes de l'actualité consultés durant l'année écoulée. Alors, l'analyse de leurs réponses, elle montre que leurs centres d'intérêt sont éclectiques, comme on peut l'observer sur cette diapositive. Néanmoins, parmi les 14 thèmes d'actualité qu'on leur a proposés,
on s'aperçoit que le sport, puis les faits divers semblent attirer plus particulièrement les jeunes. À titre de comparaison, le sport n'apparaît qu'en 7e position chez les plus de 30 ans. Donc après le sport et les faits divers, les jeunes ils s'intéressent en priorité à la politique nationale, ça concerne 35% d'entre eux, à l'environnement et au climat, 34%, et à la politique internationale, 33%. Inversement, maintenant, si on regarde tout en bas de ce graphique, les thèmes les moins fréquemment consultés par les jeunes sont les sciences et les technologies, ainsi que la mécanique, l'automobile et la moto. Toutefois, là encore, les jeunes hommes et les jeunes femmes ne sont pas tout à fait intéressés par les mêmes sujets, par les mêmes thèmes d'actualité. Les centres d'intérêt des jeunes, comme des plus âgés d'ailleurs, sont fortement genrés. À titre d'exemple, les hommes, ils sont plus attirés par les actualités liées au sport comparativement aux femmes. Et à contrario, les jeunes femmes sont plus intéressées par certains thèmes comme la santé et le bien-être comparativement aux hommes. Sur cette diapositive, vous pouvez observer que 40% des jeunes femmes ont suivi les actualités liées à la santé ou au bien-être contre 23% des jeunes hommes. De même, le fait d'être diplômé de l'enseignement supérieur semble aussi favoriser l'intérêt pour les thèmes de l'actualité classique, comme la politique, l'économie, les questions de société ou encore l'environnement. On a par exemple 47% des 25-30 ans diplômés dits supérieurs qui ont suivi les actualités relatives à la politique nationale contre 32% des 25-30 ans non diplômés du supérieur. De manière un peu moins prononcée, l'importance des actualités dans la famille durant l'enfance semble aussi favoriser le suivi des thèmes d'actualité au sens traditionnel. À titre illustratif, 38% des jeunes issus de familles accordant une grande place aux actualités ont suivi les sujets relatifs à l'environnement contre 34% des jeunes en moyenne. Donc regardons maintenant pourquoi les jeunes suivent-ils les actualités. Eh bien, c'est avant tout par curiosité, par souhait d'apprendre des choses et de mieux comprendre le monde qui les entoure, qui est la première motivation chez les 15-30 ans. Donc, cette motivation, elle a été citée par 64% des 15-30 ans. Et vient ensuite l'intérêt de discuter et de débattre avec son entourage, cité par 39% des 15-30 ans. Alors, du côté des plus de 30 ans, à droite de ce tableau, suivre les actualités, ça permet aussi avant tout de satisfaire sa curiosité, de s'instruire, mais aussi d'alimenter les discussions avec autrui ou pour prendre des décisions éclairées en tant que citoyen ou citoyenne. En revanche, on observe que les jeunes perçoivent davantage les actualités comme une forme de divertissement par rapport aux plus de 30 ans. C'est plus particulièrement le cas chez les jeunes hommes, les moins diplômés et celles et ceux qui sont encore en études. Et dans une moindre mesure, les jeunes considèrent aussi que les actualités sont utiles pour prendre des décisions éclairées en tant que citoyen ou citoyenne, ou encore que les actualités sont utiles dans le cadre de leurs études ou de leur travail. Enfin, s'agissant des sources mobilisées pour se tenir au courant des actualités, on voit que les réseaux sociaux, puis la télévision sont les sources privilégiées des jeunes pour suivre les actualités. La moitié des 15-30 ans, et en particulier les adolescents, déclarent utiliser en priorité les réseaux sociaux pour suivre les actualités. 37% les journaux télévisés. C'est notamment les jeunes qui cherchent à s'informer sur la politique qui regardent les journaux télévisés. 26% des jeunes utilisent aussi les chaînes d'information en continu et 13% d'autres émissions télévisées. Alors, si on voit que la télévision, elle joue encore un rôle important dans les pratiques informationnelles des jeunes, elle joue surtout un rôle majeur dans les pratiques informationnelles des plus de 30 ans. Alors, on peut prendre un exemple. Si vous regardez à droite de ce tableau, parmi les plus de 30 ans, 61% mobilisent les journaux télévisés de 13 heures ou de 20 heures.
Mais les sources d'information donc des jeunes ne se limitent pas aux réseaux sociaux et à la télévision. Ils mobilisent bien d'autres sources complémentaires, hein, comme les moteurs de recherche, les médias 100% vidéo ou encore la presse, par exemple. Et je voudrais insister aussi sur le fait que les échanges avec l'entourage permettent également aux jeunes de se tenir au courant des actualités. Dans le baromètre, on a près de 20% des jeunes qui déclarent s'informer sur les actualités par le bouche à oreille ou les discussions avec l'entourage. Alors, au-delà du suivi des actualités, le baromètre, il documente la façon dont les jeunes s'informent dans les différents domaines de la vie quotidienne. Alors, il y a bien sûr un bon nombre de travaux qui documentent ces sujets, mais je pense aujourd'hui particulièrement au baromètre des pratiques d'information des jeunes, dont il sera sans doute question lors de la table ronde. Alors, pour revenir au baromètre sur la jeunesse, au total, dans le baromètre, on a 12 domaines de la vie quotidienne qui ont été proposés aux personnes interrogées. Nous avions donc le logement, les déplacements au quotidien, les vacances, les démarches administratives, la recherche d'emploi, les activités sportives ou culturelles, l'engagement, la mobilité à l'étranger, l'orientation professionnelle ou scolaire, la santé ou encore les aides sociales au public. Et les résultats obtenus, ils montrent que les jeunes ont un besoin affirmé et diversifié d'informations dans les différents domaines de la vie quotidienne. Donc, au total, on a 9 jeunes sur 10 qui déclarent avoir recherché des informations dans au moins un des domaines de la vie quotidienne durant l'année écoulée, contre 8 personnes sur 10 chez les plus de 30 ans. Alors, mais dans quel domaine les jeunes ont-ils fréquemment recherché des informations? Alors, les réponses, en fait, se trouvent sur ce graphique. On voit que la recherche d'emploi est l'une des principales informations recherchées par les 15-30 ans au cours des 12 derniers mois et en particulier par les jeunes chômeurs. Les loisirs occupent également une place importante dans les recherches des jeunes. 26% des 15-30 ans disent avoir recherché des informations pour organiser des vacances en France ou à l'étranger. Et ce sont en particulier les jeunes cadres, et 21% des 15-30 ans pour accéder à des activités sportives ou culturelles. Alors, ce ne sont pas les seuls centres d'intérêt des jeunes, hein. La santé et la sexualité, ainsi que l'orientation scolaire, les déplacements au quotidien, l'orientation professionnelle sont également les thèmes qui les préoccupent le plus. Les recherches effectuées par les plus de 30 ans, juste la slide avant, voilà, super. C'est donc le graphique de droite. Les recherches effectuées par les plus de 30 ans sont moins diversifiées parce qu'ils sont aussi probablement un peu moins concernés par les thèmes, les sujets qu'on leur a proposés. Donc, leur principale recherche, elle se focalise, comme vous pouvez le voir, sur les démarches administratives qui concernent 42% d'entre eux et dans une moindre mesure par l'organisation de vacances, 31%, ainsi que sur les questions de santé ou de sexualité. Les jeunes ont ensuite été questionnés sur la façon dont ils ont effectué leurs recherches d'informations. Donc, on leur a proposé une liste très détaillée de sources d'informations. Au total, on avait 13 items proposés. Et sur cette diapositive, j'ai fait figurer les 4 thèmes donc, les plus recherchés par les jeunes. Donc, comme je vous ai dit, c'était les vacances, la recherche d'emploi, la santé et les déplacements au quotidien. Et figurent aussi les 5 principales sources mobilisées par les jeunes pour ces types de recherches. Alors, quels que soient les domaines sur lesquels portent leurs recherches, les 15-30 ans font largement usage du numérique. Donc, par numérique, j'entends l'utilisation de sites Internet ou applications spécialisées, l'usage des réseaux sociaux ou encore des moteurs de recherche. Alors, si on prend un exemple sur ce tableau, on voit que pour les jeunes qui ont recherché des informations sur les vacances, 43% ont mobilisé les moteurs de recherche, 39% les réseaux sociaux et 29% les sites Internet ou applications spécialisées. Cependant,
Une place importante reste accordée aux discussions avec l'entourage. Donc, parmi le top 5, on va dire, des sources mobilisées, les discussions avec l'entourage se placent ici en quatrième position. Chez les plus de 30 ans, la situation, elle n'est pas si différente. Ils se tournent également en priorité vers le numérique pour s'informer sur l'ensemble des domaines de la vie quotidienne explorés. Les réseaux sociaux sont toutefois un petit peu plus en retrait par rapport aux jeunes. Et donc, si on prend l'exemple de la santé, ce qui est la troisième ligne de ce tableau, on voit effectivement que chez les jeunes qui s'informent donc sur la santé, ceux-ci mobilisent en priorité donc les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les sites internet, les discussions avec l'entourage, tandis que chez les plus de 30 ans, à droite de ce graphique, ceux-ci mobilisent plutôt les moteurs de recherche, les sites internet, les émissions télévisées et seulement en quatrième position les réseaux sociaux. Donc, pour conclure, nous avons vu ensemble donc que la majorité des jeunes suivent les actualités et que la très grande partie d'entre eux recherchent des informations dans les différents domaines de la vie quotidienne. Par ailleurs, on a également pu constater que les sujets consultés sont diversifiés. Et pour ce faire, les jeunes expérimentent et utilisent diverses sources d'informations donc pour s'informer. Et en fait, ces sources, elles viennent plutôt se compléter que se concurrencer. Et ces multiples pratiques des jeunes contredisent donc l'idée que les jeunes seraient moins curieux ou que les réseaux sociaux appauvriraient leur culture, par exemple. La jeunesse est une période d'apprentissage des pratiques informationnelles qui restent donc en partie façonnées par leur âge, les habitudes informationnelles de leur famille, leur genre ou encore leur niveau de diplôme. Et pour terminer, je vous invite donc à consulter les deux publications qui sont en lien avec cette présentation et qui sont toutes deux disponibles sur le site de l'INGED. Donc, vous retrouverez les résultats qui ont été présentés ce jour, mais bien plus encore, hein. Il y a d'autres sujets qu'on n'a pas abordés. La première publication donc s'intitule Le rapport des jeunes aux informations en 2024 et la seconde est un article plus concis qui se focalise sur le suivi des actualités par les jeunes et qui s'intitule Comment les jeunes s'informent sur les actualités en 2024. Voilà, il me reste à bien vous remercier. Merci beaucoup, Amélie, pour la présentation de ces résultats riches et nuancés sur les pratiques informationnelles des jeunes. Moi, je suis Joachim Timothéo, je suis responsable de la mission études et recherches de l'INGEF et je vais avoir le plaisir d'animer ce deuxième temps de cette première séquence consacrée aux questions-réponses, des questions qui ont été nombreuses sur sur le chat. Et pour cela, je vais également accueillir Charlotte Millot, directrice d'études au CADOC, qui nous accompagne maintenant depuis le début de cette aventure et qui avec Amélie, répondra aux questions nombreuses qui nous viennent. Vous êtes plus de 150 en ligne. Ça n'arrête pas d'augmenter, donc je suis sûr qu'on va atteindre les 200 dans pas très longtemps. Une première petite question, si je peux me permettre, euh, la manière dont tu es revenue, Amélie, sur le sujet. Euh, une question sur la différence de genre, ça a été abordé à différentes manières. Est-ce que dans les résultats, cette différence de genre homme-femme est très marquée, par exemple, sur la recherche d'actualité? Tu l'as évoqué tout à l'heure, mais est-ce qu'on retrouve aussi cette différence homme-femme à d'autres endroits de manière encore plus marquée que ça a été présenté dans les diapositives qui ont été projetées? Alors oui, effectivement, notamment dans le baromètre, en fait, on a proposé une liste de sujets d'actualité qui ont marqué l'année 2023 et 2024. On a demandé aux jeunes s'ils avaient par exemple suivi la guerre entre l'Ukraine et la Russie, s'ils avaient suivi le projet d'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et on s'aperçoit effectivement qu'il y a des thèmes d'actualité qui sont genrés. Les femmes, pour le dire assez rapidement, se disent plus intéressées par les questions notamment liées à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, mais aussi
par la révélation aussi des violences sexuelles, qui est aussi un sujet qu'on a abordé dans le baromètre. Et du côté des hommes, de mémoire, les hommes sont plus intéressés donc par les questions de sport et ainsi que par l'intelligence artificielle. Avec par exemple le départ de Kylian Mbappé du Tout à fait. PSG. Ils ont un peu plus suivi aussi, alors c'est moins marqué la différence, mais les Jeux olympiques et paralympiques. Et effectivement, le développement des intelligences artificielles, c'est un petit peu plus marqué chez les jeunes hommes. Mhm. Et voilà, de leur côté, les jeunes femmes s'intéressent davantage aux questions de société et notamment aux questions liées au genre et aux droits des femmes, en tout cas. Donc, comme venait de le citer Amélie. Et ça, c'est assez en résonance avec des études à la fois européennes et qui ont été aussi menées aux États-Unis sur une évolution des valeurs sur les mœurs des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont Et justement, divergentes. pour revenir sur la question des réseaux sociaux que vous évoquiez toutes les deux à l'instant, le terme réseaux sociaux au sens large, enfin, regroupe beaucoup de médias finalement, enfin, beaucoup de sources. Est-ce qu'il y a une question justement sur la différenciation de ces différents médias dans les réseaux sociaux entre ce qu'on connaît, entre le TikTok, Facebook, Snapchat, enfin bon, comment est-ce que finalement ça se ventile selon les moyens de recherche d'information? Alors, c'est vrai que dans le baromètre, on a creusé un peu les différents réseaux sociaux qui étaient utilisés par les jeunes. Alors là, je suis en train de regarder justement les résultats qui ont été publiés et majoritairement, les jeunes utilisent Instagram, TikTok, YouTube, puis dans une moindre mesure Snapchat pour suivre les actualités. Et là encore, il y a des différences de genre aussi, avec des jeunes femmes qui sont plus sur Instagram, sur Facebook également, et puis des jeunes hommes qui suivent davantage YouTube, Twitch. Et c'est aussi lié aux spécificités de ces réseaux sur les thématiques qu'ils traitent. Donc, Instagram, on va avoir plutôt des sujets santé, beauté, qui sont des sujets qui intéressent plutôt les jeunes femmes. Et les sujets, les tutos ou les sujets un peu scientifiques sont plutôt traités sur YouTube et sur Twitch. D'accord. Alors, vous avez aussi montré tout à l'heure, dans la présentation des résultats, aussi une appétence très forte des jeunes à la recherche d'informations, avec des sources variées qui sont consultées. Peut-être aussi, vous ne l'avez pas évoqué, peut-être aussi une forme un peu d'abondance, d'importance quand même très importante de ces informations qui sont à disposition des jeunes. Donc, avec cette question autour peut-être d'une forme peut-être de lassitude, est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé dans le baromètre, cette fatigue informationnelle, entre guillemets, que les jeunes pourraient aussi subir de ce trop-plein d'informations qui leur arrivent? Alors, tout à fait. En fait, c'est plutôt la notion de lassitude informationnelle qu'on a employée dans le baromètre. On a demandé aux jeunes si au cours des 12 derniers mois, ils avaient ressenti une forme de lassitude par rapport aux actualités. Et il s'avère que une grande proportion de jeunes ont répondu positivement à cette question. De mémoire, ça doit être 7 jeunes sur 10. Et on voit qu'il y a une progression avec l'avancée en âge. Et cette lassitude, c'est vrai qu'elle est liée en grande partie de mémoire à une surabondance des informations dans les actualités. Et ce qui est cité également, c'est en complément de cette surabondance, c'est aussi le fait qu'on a l'impression qu'il y a toujours les mêmes sujets, enfin qu'il y a une récurrence de certains sujets dans les médias. Donc voilà, l'idée qu'on traite toujours des mêmes informations qui revient aussi de façon assez importante chez les jeunes qui ressentent une lassitude et qui sont donc majoritaires largement. D'accord. Et est-ce que, de manière corollaire, la question de la qualité de l'information est quelque part un peu questionnée aussi? Est-ce que vous l'avez questionnée? Est-ce qu'elle est questionnée par les jeunes elles-mêmes? Bon, sur ce sujet-là, on parle, de manière assez classique, la question de la désinformation. On parle d'information, mais aussi de la désinformation, des fake news. Comment est-ce qu'il y a dans le baromètre une question sur cette qualité appréhendée par les jeunes de l'information trouvée sur les réseaux sociaux versus celle qu'on pourrait avoir par ailleurs dans les autres sources, ou via d'autres sources d'informations plus traditionnelles, enfin plus traditionnelles, si j'ose dire.
Alors, pour approcher ce sujet, effectivement, on a plusieurs questions dans le baromètre. Alors, on n'a pas utilisé le terme de fake news, mais on a des questions d'opinion qui nous permettaient, par exemple, de savoir, on demandait aux jeunes, en gros, si les réseaux sociaux, selon eux, diffusaient beaucoup plus de fausses informations que les autres médias plus classiques, tels que la télévision, la radio ou la presse. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? On avait aussi des questions sur la manière dont les jeunes se forgeaient une opinion, sur, les actualités. On leur demandait notamment si, ils confrontaient, plusieurs médias, pour s'informer ou encore, s'ils utilisaient un média, qu'ils, considéraient comme fiable, par exemple. Oui, et en effet, enfin, il y a donc à la fois, donc les jeunes sont beaucoup plus connectés sur les réseaux sociaux pour s'informer, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas du tout critiques vis-à-vis de ce média, puisque de mémoire aussi, 75% pensent qu'il y a beaucoup plus de fausses informations qui circulent par ce biais que dans les médias traditionnels. D'accord. Et donc, aussi des indications sur le niveau de satisfaction que les jeunes ont sur les accès sur les contenus d'actualité de manière plus générale. Est-ce que quelque part, au-delà de cette question des informations, il y a un indicateur sur l'appréciation globale ou pas que les jeunes ont de l'information qu'ils recueillent? Je ne pense pas que ce soit une question que vous ayez Je traitée. crois pas que c'est une question qu'on Oui. Alors, Alors, est-ce qu'on a quelque chose? voilà, sur la satisfaction, sur la qualité de l'information, il y a pas de question spécifique sur cette notion-là. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'ils suivent les informations à travers et qu'ils sont intéressés, qu'ils sont friands de cette information à travers un panel de médias et très diversifiés. Donc, on l'a dit, donc les réseaux sociaux, mais aussi la presse, la télévision, la radio. Donc, en tout cas, ils ne se désintéressent pas de l'information, bien au contraire, et ils vont mobiliser différentes sources. Donc, ça les intéresse. D'accord. Une question, enfin, plusieurs questions d'ailleurs qui sont convergentes pour passer un peu du virtuel au monde réel, si j'ose dire, avec plein de guillemets, puisqu'on on a beaucoup parlé là, jusqu'à présent des informations numériques disponibles en ligne, mais il y a aussi l'information en présentiel, enfin, face à de l'accueil physique. On connaît toutes et tous des réseaux divers, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, d'un en particulier qui accueille les jeunes, qui les accompagne. Est-ce que dans le baromètre, il y a une question justement qui permet d'identifier le poids de cet accueil physique dans la recherche d'informations? Alors oui, effectivement, Amélie a présenté très rapidement quelques résultats tout à l'heure. Dans le tableau qu'elle a présenté sur les recherches d'informations sur la vie quotidienne, donc que ce soit les démarches administratives, la recherche d'emploi. Donc on proposait 13 sources de mémoire, dont effectivement un accueil physique, des discussions avec l'entourage. Ce qu'on a vu, c'est que ça arrive plutôt après toutes les sources numériques, donc que ce soit les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, ce qui n'est pas forcément le cas chez les plus de 30 ans, selon les thèmes, hein, bien sûr, parce que pour les démarches administratives, quand même, en priorité, on va consulter des ressources numériques. Chez les jeunes, en tout cas, ça arrive très rarement dans le top 5, en tout cas pas dans le top 3. Donc sans doute une forme un peu de complémentarité dans les formes de recherche, enfin, peut-être pas démontrée sur la modélisation des indicateurs que vous avez indiqués, mais sans doute une complémentarité des modes de recherche du numérique associé de l'accueil physique, à du présentiel, si j'ose dire, plus de la presse papier, donc un Oui. cocktail en fait, un C'est cocktail probablement une de première approche, canaux, quoi. effectivement, le numérique, c'est la première approche. Et puis après, il y a, on l'a dit, vraiment une grande diversité de canaux et qui sont D'accord. tous mobilisés. Alors, une petite question, je reviens un peu sur les jeunes qui ont été enquêtés, avec une demande de précision, mais elle a été faite, je crois, au début, mais on peut la rappeler. Pourquoi 15-30 ans comme
fenêtre d'observation pour la jeunesse. Et puis deux autres questions, mais toujours liées aux caractéristiques des jeunes qui ont été observés. Une question autour d'une éventuelle différenciation via les territoires. Est-ce qu'il y a dans le baromètre quelque part ou pas quelque chose qui donne à voir des différences entre du rural et de l'urbain, par exemple, voilà. Et une autre question également, toujours sur la caractéristique des jeunes qui ont été enquêtés. Est-ce que, je connais la réponse, mais je pose la question quand même, est-ce que la question du handicap a été saisie dans le questionnaire? Voilà, trois questions. 15-30, rural-urbain, et puis handicap, prise en compte du handicap. Qui démarre? Je sais pas Allez, si tu je veux répondre sur les 15-30 ans. Ouais. Peut-être sur la question du handicap, c'est une question qui n'est pas posée effectivement dans le baromètre, mais qui pourrait être intéressante pour les éditions futures. Sur la question du territoire, tu compléteras mes propos, Charlotte. On a effectivement regardé s'il y avait des différences rurales versus urbaines, pour le dire très très rapidement. Et la question du territoire ressort globalement assez peu dans les résultats qu'on a produits, du moins sur les pratiques informationnelles des jeunes. Et sur les 15-30 ans, et là aussi tu me compléteras, Charlotte, c'est vrai qu'historiquement, en fait, le baromètre de mémoire de 2016 à 2022, il était passé au 18-30 et depuis 2023, on a intégré les mineurs âgés de 15 à 30 ans. Voilà, qui permet maintenant, donc comme c'est la deuxième édition, de faire des comparaisons, en tout cas sur les sujets récurrents, et puis de voir comment se comportent les lycéens. Et là, en l'occurrence, c'était assez, enfin, il y avait beaucoup de questions sur lesquelles l'âge ressortait, et puis on voyait des différences de comportement entre les 15-17 ans et puis les plus âgés. Donc voilà, ça permet d'élargir un peu le champ et puis euh, de voir comment se comportent les lycéens. Sur la question du territoire, juste une petite précision sur la méthodologie. Donc, l'enquête porte sur 4500 jeunes, donc c'est un assez gros échantillon, justement pour pouvoir faire des comparaisons territoriales, enfin des comparaisons assez fines. Et c'est un échantillon stratifié, donc c'est représentatif par région, c'est-à-dire qu'on a une représentativité âge, sexe et profession, enfin en tout cas catégorie professionnelle, dans chaque région. Donc, ouais, sur la constitution de l'échantillon, peut-être cette petite précision. Très bien. Enfin, peut-être alors, puisque le temps tourne, peut-être encore deux petites dernières questions autour mais une question qui, je pense, va faire écho à un des points que vous avez évoqué tout à l'heure sur la question de l'entourage, puisqu'il est fait état de l'importance des personnes, ce qu'on sait, des personnes de confiance dans la recherche d'informations. Donc, il y a une place importante qu'ont les jeunes dans la mobilisation de ces personnes de confiance. Je crois que c'est ce que vous montriez, c'est ce que vous montriez justement dans les tableaux qu'on vous évoquait en premier item, ou en tout cas dans les plus hauts items, la mobilisation de l'entourage comme étant un des premiers cercles finalement d'espace si ce n'est de recherche, mais en tout cas de confrontation de l'information qui est collectée. Est-ce que ça confirme un peu, ça fait un petit peu ça? Oui, c'est effectivement ce qu'on a dit. Alors, l'entourage, c'est pas la source prioritaire d'information des jeunes concernant l'actualité, mais effectivement, de mémoire, il y a 20% des jeunes qui s'informent sur les actus via l'entourage. Donc, l'entourage, dans le baromètre, il était entendu au sens large, hein. Ça pouvait comprendre donc la famille, mais aussi les amis, les pères, etc. Et concernant la partie plutôt comment on s'informe sur les domaines de la vie quotidienne, oui, on l'a vu, l'entourage, effectivement, apparaît parmi les principales sources mobilisées par les jeunes. Oui, donc ça confirme effectivement cette remarque. Et si on veut entendre l'entourage dans un sens, alors en tout cas vraiment beaucoup plus large, il y a aussi le rôle des influenceurs qui est... C'était la question qui venait après voilà. pour moi. J'ai anticipé votre question. Donc le rôle des influenceurs, alors il y a une très très grosse différence entre l'échantillon des 15-30 ans et l'échantillon des plus de 30 ans, donc qui n'ont pas du tout recours aux influenceurs pour s'informer, les plus de 30 ans. En revanche, c'est très fréquent chez les 15-30 ans et surtout, voilà, les réponses se concentrent puisqu'on a posé une question ouverte pour demander quels influenceurs on suit pour suivre l'actualité. Ça se concentre sur
notamment une personne qui est Hugo Travers, donc, qui anime la chaîne Hugo Décrypte, qui est suivie par un tiers des jeunes pour suivre l'actualité. Très bien, écoutez, merci beaucoup. J'ai encore plein d'autres questions, mais je pense que le temps qui nous est imparti ne m'empêchera pas de lire encore la vingtaine de questions qui est en suspens. Désolé pour ces questions qui resteront sans réponse, mais les réponses sont dans le rapport. En les lisant, je vous garantis elles sont dans le rapport. Et une petite précision d'ordre peut-être plus pratique, puisque la question a été posée, sur la mise à disposition des données et sur les questionnaires, puisqu'il n'est pas annexé au rapport qui est mis en ligne. Donc, le questionnaire sera en ligne sur le site internet de l'INJEP, donc associé à la publication. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent creuser, enfin, regarder un peu la diversité des questions qui ont été posées, il sera à votre disposition. Et la mise en ligne des données sera faite également prochainement également au travers du site internet de l'INJEP. Et je vous renvoie donc aux deux publications qui ont été citées tout à l'heure. Le 4 pages IAS sur le sujet, et puis le rapport également qui est en ligne. Et merci encore à vous deux pour cette présentation et pour les réponses à ces questions et à ces résultats, encore une fois très riches, je trouve très riches, très nuancés, qui confirment aussi des résultats qui peuvent être connus dans d'autres enquêtes. Et donc, c'est aussi un point de solidité, je trouve, en cela. Et surtout, ça ouvre des perspectives sur d'autres travaux qui ne manqueront pas d'être conduits par nous-mêmes ou par d'autres sur le même sujet. Voilà, merci encore à vous. Bon, on va passer à une deuxième séquence. Voilà. On va passer à un deuxième temps. Bravo. On va passer à un deuxième temps dans cet échange, un temps qui va nous permettre de mettre un peu justement en perspective ces résultats, notamment au regard d'actions qui peuvent être développées dans le cadre de politiques publiques ciblant les jeunes, et puis aussi sur la manière dont elles peuvent se développer sur les territoires avec l'appui d'acteurs spécifiques. Et pour aborder donc ces deux points, nous sommes ravis d'accueillir Thibaut de Saint-Paul, directeur de la GEVA et délégué interministériel à la jeunesse, et Emmanuel Mourlet, président d'Info Jeunes France, grand réseau de plus de 1100 structures qui accompagnent également les jeunes sur le territoire hexagonal ultramarin sur ces sujets. Merci à vous deux d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, d'être avec nous ce jour. Et avant peut-être de rentrer sur les questions d'action publique plus en profondeur, peut-être j'aimerais bien avoir une première réaction de votre part sur les résultats qui viennent d'être exposés. Est-ce que ces résultats finalement vous ont surpris? Est-ce qu'ils ont plutôt conforté dans ce que vous saviez déjà ou dans la pratique que vous connaissez des jeunes que vous accompagnez ou pour lesquels vous déployez des politiques publiques? Peut-être Thibaut de Saint-Paul, je sais que c'est un sujet sur lequel vous portez un fort intérêt, au-delà même du baromètre, puisque vous avez été à l'initiative du baromètre en 2016, le premier baromètre jeunesse, c'est vous qui l'avez mis en place. Première réaction donc, Thibaut de Saint-Paul. Merci. Effectivement, peut-être première réaction pour parler de ce baromètre. Effectivement, j'ai eu le plaisir avec les équipes de l'INJEP de le lancer en 2016 lorsque j'étais directeur de l'INJEP. On voit bien que ce baromètre, il remplit le rôle qu'on lui avait fixé de sorte de boussole de l'action publique. Il permet de faire le point sur de nombreuses politiques qui nous importent, de l'engagement, on suit le moral des jeunes, on suit un certain nombre de pratiques sur lesquelles on a des actions à notre niveau dans les territoires aussi, avec nos partenaires associatifs. Et puis, il permet aussi de faire un focus régulier sur un certain nombre de sujets, comme on vient de le voir aujourd'hui. Et donc, c'est mon premier point, c'est vraiment me réjouir et féliciter l'ensemble des équipes de l'INJEP d'avoir fait vivre et consolider aussi cette enquête. On voit qu'elle a trouvé sa place et que même méthodologiquement, on a renforcé cette étude au service de tous les acteurs. Sur le sujet qui nous importe et effectivement qui nous est cher, qui est l'information des jeunes, on a un axe majeur. Effectivement, il y a le sujet de la manière dont les jeunes vont eux-mêmes chercher l'information, mais au-delà de ça, on a tout le sujet du non-recours et du fait de ne pas avoir accès à certaines informations.
des informations fausses ou pas du tout l'information, qu'elle soit une information d'actualité ou une information sur les droits ou les possibilités des jeunes. Et donc, bien évidemment, c'est un axe fort pour nous et on a des actions dont on va reparler après, hein, effectivement, de soutien, de labellisation, d'accompagnement de l'information jeunesse qui sont absolument essentielles pour nous. Alors, sur votre question et sur les données, 3 points, 3 constats qui sont à souligner selon moi. Le premier, même s'il est connu, c'est évidemment que le baromètre confirme qu'on a presque tous les jeunes qui vont rechercher des informations sur des thématiques de leur vie quotidienne. Ce 91% des jeunes, et sur des thématiques qui sont très diverses, de la recherche d'emploi, l'orientation scolaire et professionnelle, le loisir, la santé, la sexualité, le logement, etc. Et donc on voit bien qu'on a un besoin d'information généraliste et que ce caractère généraliste de l'information, il est important pour nous dans la manière dont on va accompagner les jeunes. Et que donc tous ces jeunes, ils ont un véritable besoin de soutien dans cette recherche d'information qui est importante dans leur parcours d'autonomisation, et en particulier avec cet angle qui nous importe toujours, qui est celui de l'égalité des chances et de soutenir au maximum les jeunes qui en ont le plus besoin. Deuxième constat que moi je retiens et qui est important, c'est que pour une partie importante d'entre eux, c'est ces 20%, cet accès à l'information, il est compliqué. Et donc, on a des jeunes qui ont des difficultés pour rechercher l'information dont ils ont besoin. Un manque de confiance, on en a parlé, dans les informations auxquelles ils peuvent accéder, ou des difficultés pour traiter la grande masse d'informations ou comprendre ce qui est pertinent pour eux. Et donc là, il y a un vrai axe de travail, d'accompagnement pour nous avec évidemment nos partenaires. Et puis, bien évidemment, on en a parlé largement juste avant, c'est la place considérable qu'occupe aujourd'hui le numérique et les réseaux sociaux dans la recherche d'informations des jeunes, on le sait, mais ça permet de caractériser précisément ce qu'il en est. Et puis, on voit à l'inverse que le physique, le présentiel, est systématiquement plutôt en retrait. Et donc là, il y a quelque chose à travailler, puisqu'on voit bien que ce présentiel, il est néanmoins important pour l'accompagnement de nos jeunes. Et donc, c'est des axes sur lesquels, bien évidemment, on veut avancer. Ce que ça confirme à mes yeux, c'est un certain nombre d'évolutions de fond. On avait un certain nombre de signaux, il y a d'autres études, vous le mentionniez, mais qui nous montrent qu'il y a un véritable enjeu à mieux accompagner les jeunes dans la recherche d'informations et peut-être renouveler notre façon d'appréhender notre politique publique d'information jeunesse. Et c'est ce dont on va discuter après. Merci beaucoup. Et Emmanuel Mourlet, vous, de là où vous êtes, de la présidence que vous avez au sein d'Info Jeune France, comment est-ce que vous avez reçu ces résultats? Je sais que par ailleurs, vous conduisez un baromètre également sur les pratiques d'information. Donc, est-ce qu'il y a des points de convergence? Alors, écoutez, déjà, dans un premier temps, je voulais remercier l'équipe de l'INJEP et du CREDOC de nous avoir associés à ce travail, parce que c'est vrai que ce baromètre est quand même connu, hein, c'est un moment important dans la vie des professionnels de la formation des jeunes et des jeunes en général. Donc, on était très, très fiers de participer à vos travaux et en l'occurrence, on a eu la chance d'avoir Francine Labadie, que vous connaissez ici, hein, qui est à la fois notre référente dans la gouvernance d'Info Jeune France et qui était notre référence aussi quand on a besoin de savoir plus sur les questions de jeunesse. C'est une politiste qui nous aide beaucoup dans l'association. Alors, concernant ce qui vient d'être dit, alors moi, je rassure tout le monde et je suis d'accord avec le directeur, je dirais... nos 2 baromètres, en fait, sont en résonance et apportent une vision à peu près identique, hein, sur les pratiques d'information des jeunes. Alors, tout à l'heure, on verra quelques petites nuances, mais grosso modo, il n'y a pas de différence majeure entre nos deux baromètres. Et le fait est que, comme vous avez dit, monsieur le directeur, la question du numérique est essentielle aujourd'hui dans les pratiques d'information des jeunes. Ce que je voulais juste te dire aussi, c'est que notre travail, lui, est la résultante, en fait, d'une histoire assez ancienne. S'il y a des archéologues de l'information jeunesse, ils découvriront qu'en 2007, en Bretagne, il y avait déjà eu un premier baromètre qui servait précisément à mieux comprendre comment les jeunes s'informaient. Ce que j'aimerais dire à ce stade-là, c'est que notre baromètre, peut-être à la différence de celui de l'INJEP et du CREDOC, il est conçu en fait pour apporter du matériau de connaissance auprès de nos professionnels. En fait, il s'agit pour nous de renforcer leur expertise et de leur donner des éléments concrets
j'allais dire certifié, voire scientifique, sur les pratiques d'information des jeunes, afin en fait de mieux répondre et peut-être de retravailler régulièrement l'offre de services. Comme vous l'avez dit, nous avons 1100 structures qui sont d'ailleurs labellisées par le service de Monsieur le Directeur, donc à la fois dans les régions et enfin dans les régions et aussi en territoire ultramarin. Ce travail donc concerne 2500 à 3000 professionnels. Et donc, on a un vrai défi, alors je vais dire comme ça, c'est peut-être pas un beau terme, mais de mise à niveau en quotidien de nos professionnels, de sorte qu'ils soient toujours effectivement au fait des besoins des jeunes et puissent y répondre le mieux possible. Donc, il faut comprendre notre baromètre des stratégies d'information des jeunes comme un outil au service des professionnels. Ceci étant, le baromètre fait par l'INSEP est extrêmement intéressant. Quand j'écoute et j'ai lu beaucoup de documents à la suite de votre publication, on s'y retrouve beaucoup et encore une fois, je pense qu'il y a une vraie résonance entre les deux, il y a une vraie complémentarité et c'est une richesse formidable pour tous nos professionnels. Donc ça me paraît important. Puis deuxième nuance, si vous me permettez, c'est sur le quoi. Nous, effectivement, on s'intéresse vraiment aux besoins des jeunes dans leur vie quotidienne. Le réseau a été créé en 69 dans cet esprit-là, en constatant qu'il y avait des jeunes qui arrivaient à Paris, qui ne savaient pas trop bien où se loger, qui ne savaient pas comment on pouvait se soigner, qui ne savaient pas comment on se déplacer. Et à l'époque, le ministère avait dit on va créer un outil pour aider les jeunes. Donc, à l'origine, c'était les jeunes parisiens, mais très rapidement, ce réseau s'est étendu en France, sur tout le territoire. Et donc, il s'agit de répondre aux besoins de la vie quotidienne des jeunes. Et on n'avait pas vraiment de questions sur l'actualité. Il y en a eu une à une époque, je crois que c'était en 2020, et puis on l'a laissé tomber. À la différence de votre travail, qui est tout aussi intéressant, évidemment, mais qui s'intéresse à l'actualité en général, et qui pour laquelle on a travaillé sur une petite partie sur la question comment dirais-je, de la vie quotidienne, ce qui nous a d'ailleurs permis effectivement de faire des comparaisons et quelque part de nous rassurer sur le fait qu'il n'y ait pas trop de différence entre vous et nous. Voilà, c'est important, hein, et je dis encore une dernière précision, c'est que on s'est arrêté, nous, à la métropole, parce qu'on a décidé de faire un travail spécifique pour les territoires ultramarins qui présentent des caractéristiques, on va dire, plutôt atypiques, et on a beaucoup d'attentes des élus locaux dans les pays ultramarins. Donc, on va créer un outil, j'allais dire, sur mesure pour mieux comprendre comment les jeunes s'informent et quels sont leurs véritables besoins voilà, dans ces territoires qui sont parfois très lointains. Merci beaucoup. Donc, consolidation consolidation de résultats et de tendances au travers du numérique, ça a été évoqué, complémentarité avec d'autres sources, diversité effectivement des pistes et des champs pour les jeunes dans leur quête, dans leur collecte d'informations. De là où vous êtes chacun, comment est-ce que vous voyez justement dans vos missions des pistes nouvelles ou des pistes existantes mais à renforcer pour justement accompagner ces jeunes dans leur recherche d'informations, dans sa diversité, ça a été cité tout à l'heure, une grande appétence à une recherche généraliste, mais ciblée sur des outils spécialisés, en tout cas ciblés. Comment est-ce qu'on articule tout ça? Comment est-ce que les outils qui peuvent être déployés, par exemple, par l'État pour informer les jeunes, s'adaptent? Comment on prend ce comportement? Enfin, comment on s'adapte à ces nouveaux comportements? Et une question pour Emmanuel tout de suite derrière. Comment justement, mais vous avez déjà un petit peu commencé à répondre à cette question, comment sur le territoire, quand on a un réseau physique à côté d'un réseau numérique qui se développe, comment est-ce comment on fait en gros, voilà, et comment on va faire? Peut-être Thibaut? Très bien. Merci beaucoup. Effectivement, cette politique d'information de la jeunesse, c'est une histoire de plus de 50 ans, hein. C'est une histoire aussi ancienne que la JEPVA, avec toujours cet enjeu permanent, et c'est en ça que ces données sont aussi importantes pour nous, de s'adapter aux jeunesses, à leurs besoins au fil des années. C'est vraiment ce qu'on a travaillé avec nos partenaires associatifs, j'ai envie de dire, depuis l'origine, depuis plus de 50 ans. Et effectivement, vous le rappeliez à l'instant, c'est en 1969 la création du CIDJ en Île-de-France, suivie par la création de CRIJ dans l'ensemble des régions, et en accompagnant le fait qu'on ait des endroits près des jeunes dans lesquels ils puissent trouver une information généraliste qui permette de répondre à l'ensemble des questions qui se posent. Et c'est vraiment ça notre orientation majeure.
Aujourd'hui, c'est plus de 1000 structures et c'est important de le souligner, c'est plus de 3 millions de jeunes qui sont conseillés chaque année. Et en particulier, des jeunes que nos politiques publiques ont parfois du mal à toucher, les plus éloignés, ceux qui sont parfois en difficulté avec les institutions et notamment scolaires. Et l'enjeu pour nous est de pouvoir apporter une information qu'ils ne trouvent pas forcément directement dans leur famille, qu'ils n'ont pas toujours trouvé à l'école, pour pouvoir les aider et les accompagner dans leur trajectoire vers l'âge adulte. Et donc concrètement, on a un label d'État information jeunesse qui est instruit au niveau des territoires, et je remercie tous les collègues qui en sont en charge et qui nous écoutent, qui est garant de la qualité du service qui est rendu à nos usagers, c'est-à-dire aux jeunes et puis parfois aussi à leurs familles. Et ça repose sur cette idée qu'on fournit une information de manière gratuite, vérifiée, actualisée, et comme je le mentionnais, de manière généraliste et aussi anonyme. Et donc, c'est ce qui permet à nos jeunes, et en particulier les plus en difficulté, de venir parfois chercher une information sur l'orientation et puis repartir avec des informations aussi sur les aides au permis de conduire, sur l'aide à la mobilité internationale. Et donc, on croit beaucoup à cette capacité de nos partenaires associatifs d'accompagner les jeunes dans les différentes dimensions de la vie d'un jeune. Et donc cette interministérialité, elle est absolument essentielle quand on parle de ces questions d'information des jeunes. Du point de vue de nos politiques publiques, c'est un axe majeur, hein, c'est aussi un effort budgétaire de l'État, hein, c'est 6,5 millions d'euros chaque année qu'on consacre pour accompagner sur les territoires l'information jeunesse, donc c'est quand même quelque chose de considérable à l'échelle de notre budget, et donc c'est un effort auquel on tient, et effectivement avec comme enjeu de soutenir les 20% en particulier de jeunes que je mentionnais tout à l'heure, ces 20% de jeunes qui ont plus de mal avec l'information ou à s'y retrouver dans la multitude d'informations. Et notre conviction, c'est que justement, ces acteurs qui connaissent le terrain, qui connaissent leur territoire, c'est les plus à même d'accompagner en particulier ces jeunes qui poussent pas forcément les portes des institutions plus impressionnantes. Et donc, on va plus facilement dans le bureau information jeunesse près de chez soi, qui est dans la grande rue de la ville moyenne. Et donc, c'est vraiment cette conviction qu'on travaille avec nos collègues et toujours dans cette volonté de garantir au maximum ou de soutenir au maximum cette égalité des chances, en particulier pour les jeunes qui en ont le plus besoin. Et effectivement, les orientations aujourd'hui, l'enquête, on l'a dit, elle montre la prééminence de l'utilisation du numérique chez les jeunes, on s'en doute bien, mais aussi avec des différences selon les jeunes. Une fracture, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, du rapport au numérique aussi chez les jeunes. Avec certains jeunes, on le sait, qui sont moins à l'aise avec les outils numériques. Donc, on a un enjeu d'accompagnement aussi de ces jeunes-là. Et c'est ce pourquoi, au-delà des outils numériques, on croit beaucoup à l'importance de l'accompagnement sur le terrain par nos acteurs. Et d'ailleurs, je tiens à saluer la capacité d'adaptation du réseau, qui est devenu aujourd'hui un acteur majeur dans l'éducation aux médias et à l'information, ce qu'on appelle l'EMI, et qui aujourd'hui prend toute sa place dans la manière dont on va accompagner les jeunes à avoir les compétences pour se retrouver dans la multitude d'informations en ligne. Et c'est vraiment un axe important. Mais au-delà de ça, je le redis avec force et conviction, cet accompagnement en présentiel, il nous semble absolument indispensable, et en particulier pour les plus défavorisés. Et donc c'est dans ce cadre-là que on a lancé un certain nombre de nouvelles initiatives pour aller plus loin, en particulier parce que nos jeunes en territoires ruraux, qui ont des besoins aussi qui sont importants, ont parfois moins accès à l'information jeunesse. Et donc on a souhaité mettre en place de manière expérimentale 2 régions, puis ensuite 5, ce qu'on a appelé les relais information jeunesse, en s'appuyant sur des structures existantes, des maisons France Service, parfois des bibliothèques, qu'on équipait pour que les jeunes et leurs parents, dans ces espaces-là, puissent accéder à tout ce que permet l'information jeunesse. Et donc, on l'a testé d'abord dans les Hauts-de-France, en particulier dans les Pays de la Loire, et fort de l'évaluation et de ce succès, on le développe aujourd'hui dans 3 régions supplémentaires, la Réunion, l'Île-de-France et Centre-Val de Loire. Et donc, c'est quelque chose qu'on veut continuer à travailler avec le réseau.
Alors, à côté de ce présentiel, on avance aussi sur un certain nombre d'outils numériques. C'est le cas de la boussole des jeunes, qui est pour nous un outil qui se déploie sur l'ensemble des territoires volontaires et auquel on croit à la capacité d'apporter des informations personnalisées aux jeunes et notamment le conduire à un accompagnement, le mettre en relation aussi avec les bonnes personnes. Et c'est aussi ce pourquoi on a décidé de confier l'animation des boussoles qui existaient sur le territoire à Info Jeunes France pour rendre le service encore plus efficace en lien avec nos partenaires et les acteurs sur le territoire. Et puis, mentionner qu'on a d'autres outils qui vont dans la même direction. On a lancé un nouveau site Découvrir le monde pour accompagner les jeunes en étant sous l'angle vraiment des questions que se posait le jeune pour la mobilité européenne et internationale. Et donc, c'est un nouvel outil aussi qu'on donne à l'ensemble des acteurs, des professionnels. Donc, je ne vais pas être plus long, mais je veux juste encore remercier l'ensemble des personnes qui ont construit ce baromètre, aux autrices, bien évidemment, hein, pour l'ensemble des résultats, et vous dire qu'à mon sens, l'enjeu qu'on donne à ces données, il est vraiment réussi. C'est-à-dire que ces données, elles soient présentes de la table de nos ministres de tutelle à l'acteur sur le terrain. Et d'ailleurs, je peux vous le dire, lundi, j'étais dans le bureau du ministre dans cet immeuble, il avait l'étude à noter sur son bureau. Et donc, et je ne doute pas que les personnes qui sont en ligne et qui nous écoutent l'ont aussi. Donc, c'est vraiment l'enjeu de toucher l'ensemble des acteurs de la jeunesse pour les informer et pour guider nos politiques publiques. Merci beaucoup, Thibaut de Saint-Paul, pour ces remerciements et pour effectivement l'usage auquel on aspire tous à l'INJEP. Nos travaux, nos études sont faites pour l'action publique, pour éclairer le débat public et les acteurs publics à quelque niveau qu'ils soient territorialement. Et à chaque fois, on est ravis que ça puisse servir en cela, puisque c'est ça qu'on vise aussi de notre côté. J'ai une petite question, mais je la poserai après. Et Emmanuel Mourlet, justement, en écho justement à ce que vient de dire Thibaut de Saint-Paul sur cet aspect, mais peut-être qu'on reviendrait sur l'organisation du réseau par ailleurs, mais justement, la question de la numérisation de l'offre numérique d'accompagnement. On parle de boussole, c'est le réseau qui maintenant on a l'animation. On l'a bien vu tout à l'heure dans les résultats, il y a une pratique numérique qui se déploie. Il y a la nécessité d'avoir un réseau en dur, si j'ose dire, pour justement accompagner le plus grand nombre, notamment les jeunes qui peuvent être un peu éloignés de l'outil, mais pas que. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous articulez toutes ces problématiques pour pouvoir y répondre efficacement? C'est une bonne question et je pense que je vais surprendre beaucoup de monde tout de suite en vous disant que le numérique, c'est une affaire qui dans le réseau existe depuis au moins 2007-2008, à partir du moment où apparaissent les premiers smartphones, etc., et où on s'aperçoit que les jeunes vont chercher de l'information, bien sûr sur Internet, mais aussi sur les petits appareils qu'on appelle les smartphones. Et dans l'enquête bretonne de 2007, on voit donc apparaître ce petit outil. On l'avait mis dans les propositions d'outils de recherche, et on voit apparaître le smartphone. Chez nous, personne n'en avait d'ailleurs, mais les gens en avaient. Et on se dit, tiens, c'est intéressant, et c'est très vite apparu comme un signal faible d'une tendance qui se révèle aujourd'hui comme évidente. Et dès cette époque-là, on a compris que le numérique allait jouer un rôle essentiel. Alors, on le savait depuis très très longtemps, puisque Google existe depuis très très longtemps, et on s'était même dit à une époque où ça va être compliqué, lutter contre Google, nous, on va avoir du mal. Et en fait, les choses se passaient plutôt bien. Et puis, à partir des années, on va dire fin 90, il y a eu une montée en puissance du numérique. Et donc, notre réseau, alors je dirais, a décuplé ses forces et ses moyens pour investir cet espace. Et aujourd'hui, toutes les structures IJ, fussent-elles dans de petites communes, voilà, dans des régions reculées, sont sur Internet, sont sur tous les réseaux sociaux. Enfin, moi, j'ai une revue de presse quotidienne où je m'aperçois que toutes les structures IJ produisent tous les jours sur tous les domaines de l'information, y compris des endroits qui sont parfois un petit peu inattendus. Et on voit bien qu'il y a une territorialisation du réseau qui est très très forte, et qui s'appuie effectivement sur l'accueil, vous l'avez très bien dit, sur l'accueil physique et aussi sur une dimension numérique très très forte. On est membre de la Mednom, par exemple, on fait partie des grands réseaux sociaux nationaux, du ministère du numérique, on est présent, on est reconnu, je pense, aujourd'hui comme étant un acteur important, voire essentiel sur l'information donnée aux jeunes sur le numérique. Donc pour nous, ça va un petit peu sans dire. Ceci étant, comme vous l'avez très bien dit, Madame Saint-Paul, il faut
tous les jours se questionner, tous les jours se remettre en cause et tous les jours travailler sur la manière dont les jeunes s'informent. Et cette posture professionnelle nous permet très souvent de être dans la créativité, dans la création. On a créé un outil il y a quelque temps qui s'appelle le vrai du faux, qui maintenant fait florès dans toute la France, et qui était à l'époque un outil fait pour les professionnels, pour leur donner des clés de compréhension des enjeux sur les réseaux sociaux, et leur permettre d'intervenir auprès des jeunes de manière voilà, concrète, intelligente et très utile. Et cet outil, le vrai du faux, maintenant, bah, voilà, il est développé. Il y a d'autres aussi qui existent dans le réseau. Donc, en réalité, je dirais que le numérique, c'était, on peut dire l'expression connue, il est quasiment consubstantiel à l'IJ aujourd'hui, et on en est très fiers. Et je le redis, hein, au risque de paraître un peu lourdingue, mais c'est pas suffisant aujourd'hui. Vous l'avez très bien dit. Nous, dans le baromètre qu'on a mis en place. Cette année, il y a une demande massive, mais vraiment massive, d'accompagnement. Les jeunes veulent être accompagnés. Ça, c'est tout à fait clair. Et donc, il faut qu'on soit en posture professionnelle, qui soit de sorte qu'ils aient satisfaction et qu'on puisse effectivement les accompagner. Alors, d'une manière ou d'une autre, on s'est aperçu, par exemple, que le pair à pair, c'est-à-dire des jeunes qui ont fait une expérience préalable et qui viennent ensuite à transmettre à d'autres jeunes, ça fait partie de ces manières aussi de réfléchir sur la passation de l'information. Et ça nous rappelle une chose qui avait été dite tout à l'heure par Amélie, qui est cette question de la confiance. La confiance entre les passeurs de l'information et ceux qui la reçoivent, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne faites pas confiance à celui qui vous s'adresse à vous, ça ne marche pas, quoi. Ça ne peut pas fonctionner. Et cette question de la confiance, du tiers de confiance, elle est essentielle. Alors, je vois notamment un domaine important qui est celui de la santé des jeunes, hein, où on voit bien qu'en matière de santé, le tiers de confiance, celui auprès duquel on va quelque part s'épancher et expliquer ses problèmes ou ses besoins, bah, il est vraiment il est essentiel. Et puis, il y a aussi un autre domaine qui est, vous l'avez dit, monsieur le directeur, c'est la question de l'accès au droit. Alors, effectivement, le numérique est le premier réflexe pour aller chercher des réponses à ces questions, mais en même temps, les jeunes, on le voit aussi dans notre enquête, dans notre baromètre, les jeunes, dorénavant, croisent l'information. Ils ne se contentent plus d'aller chercher une information et d'en faire leur miel. En réalité, on s'aperçoit que les jeunes, maintenant, savent en fait dire, bah, tiens, j'ai vu ça à tel endroit, je vais demander effectivement à mes parents, à mon frère, ce qu'il en pense, et en croisant par différentes sources son information, il arrive à sortir comment dirais-je, un besoin clairement exprimé. C'est quand même assez important et de ce point de vue-là, nous, on joue un rôle important. Pas être trop long, mais je vais quand même dire une chose, c'est que la question de l'information des jeunes, ça ne s'invente pas. Je prétends que c'est un métier, c'est une profession, c'est une professionnalité, et que le professionnel réussisse la démarche d'information du jeune lorsque le jeune repartant du service Info Jeune, a plus que de l'information. Il a de la connaissance. Il sait comment on fait pour trouver un logement et comment on se méfie des donneurs de liste, etc. Il sait comment on peut avoir une carte vitale et il sait à quoi ça sert, etc., etc. Donc nous considérons que l'information, lorsqu'elle est délivrée de manière fiable, qu'elle répond à tous les critères que vous avez tout à l'heure évoqués, monsieur le directeur, eh bien, clairement, cette information va être utile aux jeunes. Et je prétends, encore une fois, que c'est un métier. On fait, nous, dans le réseau Info Jeunes France, toute une série d'espaces de formation. On travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi sur l'échange de pratiques. Hein, je veux dire, de manière un peu vulgaire, l'échange de bons plans hein, entre professionnels, parce que des endroits, des choses ont bien marché, moins bien dans d'autres. Et donc, bah, il y a ce travail de réseau. Le réseau est là aussi un élément cardinal du fonctionnement d'Info Jeunes France et du réseau Information Jeunesse. Ce réseau est bien sûr, on va dire, animé au niveau national par Info Jeunes France, mais dans les territoires, les centres régionaux, les CRIJ, jouent un rôle très important d'animation de réseau. Vous savez qu'il y a quand même des régions qui ont plus de 200 structures Information Jeunesse, donc il faut travailler, il faut les animer, il faut les rencontrer, et c'est un vrai travail d'animation de réseau. Et encore une fois, il y a une production collective d'outils pédagogiques qui est absolument remarquable. Et notamment, pour revenir à la question, parce que je vois que je m'égare un petit peu, mais pour revenir à la question, sur la question du numérique, il y a une foultitude d'outils qui sont créés.
Alors, pas nécessairement d'ailleurs des applis, hein, mais des modes de communication sur tout ce qui a été dit tout à l'heure sur Twitch, sur Insta, etc. Donc, c'est vraiment partie de notre développement auprès des jeunes. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions sur le numérique. D'ailleurs, je rebondis sur la question des professionnalités. Oui. J'invite d'ailleurs toutes celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, à se diriger sur ces questions-là vers le très bon rapport de Julie Valin publié dans nos collections sur l'info jeunesse au quotidien, qui revient justement Je sur confirme. cette profession très particulière, s'il en est, et les compétences qu'elle mobilise pour justement accompagner dans la richesse de son intervention, comme vous l'évoquiez à l'instant. Très très bon rapport sur le sujet qui est complémentaire de celui qu'on évoque là Absolument. sur le réseau. Mais pour revenir au rapport et aux questions plus précises, au thème plus précis sur l'information et l'information jeunesse, j'ai deux questions sur le chat qui me viennent et que je vais vous poser pour les quelques minutes qui nous restent. Une question autour de la boussole des jeunes. Voilà, plusieurs questions d'ailleurs sur la boussole des jeunes, mais vous l'avez évoqué sur son déploiement territorial, porté maintenant par le réseau Info Jeunesse. Donc une question sur comment dirais-je, le calendrier de son déploiement sur le territoire national. Est-ce qu'il y a un calendrier ou pas? Il y a des régions qui ont été citées comme le déploiement d'ores et déjà. Toujours un peu en relation avec cet outil, comment est-ce qu'on articule cet outil et cette dimension numérique avec aussi l'action que peuvent conduire d'autres acteurs sur les territoires? Par exemple, il y en a un qui est cité là, la CNAF, qui elle-même, Caisse nationale d'éducation familiale, qui porte elle-même un dispositif proveneur du net qui vise aussi à accompagner sur le net les jeunes. Voilà. Donc, comment on articule les deux? Comment ils se complètent idéalement? Et puis, voilà, puis ça sera tout. Il y en a deux autres, mais je n'aurai pas le temps de les poser. Voilà, déjà, je pense que... Vous voulez que je commence? Alors, sur ces deux outils, comment se fait la cohérence? Alors, sans fanfaronner, donc le réseau Information Jeunesse alors, est très présent dans les deux dispositifs. Alors, bien sûr, sur la boussole des jeunes, puisqu'on a travaillé ensemble sur une forme de délégation d'animation du réseau, et aussi parce que sur les preneurs du net, là aussi, on a acquis la confiance du réseau et de la branche famille pour assurer l'animation de beaucoup comment dirais-je, d'opérations promeneurs du net. Donc, je dirais, sur un plan matériel, la cohésion, la cohérence se fait via en grande partie le réseau information jeunesse. Sur la question des partenariats avec la boussole des jeunes. Les boussoles des jeunes fonctionnent sur la base d'un back-office. C'est-à-dire, en fait, quand un jeune vient chercher une information, alors on va dire sur l'emploi ou sur le logement, derrière, en fait, l'écran, il y a tout un réseau qui est mobilisé par la structure IJ qui est derrière, et ce réseau, donc, est mis en mouvement pour faire en sorte que, dans les meilleurs délais, la question posée par le jeune sur la boussole trouve une réponse dans les meilleurs délais possibles. Donc, il y a une animation, et pour ce faire, donc, nos professionnels réunissent dans le territoire qui est le leur, les acteurs qui sont les plus à même, les mieux susceptibles de répondre aux questions des jeunes sur les thématiques données. Donc, cette boussole, elle est nécessairement partenariale. C'est un outil qui a été conçu pour donner la place à tout le monde, mais en pariant sur l'efficacité du réseau et en pariant sur le fait que, bien animé, bien coordonné, un jeune va vite avoir la réponse à sa question, précisément parce qu'on a mis tout le monde en mouvement et qu'il n'aura pas à chercher à 200 km une réponse qui est parfois quasiment à sa porte. Merci. Bon, peut-être, effectivement, hein, dans la continuité, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que la boussole, c'est un outil partenarial dans lequel l'État a sa place, mais on le voit bien dans son déploiement, il y a un vrai enjeu à convaincre l'ensemble des territoires et notamment les collectivités d'y travailler avec nos collègues hein, des services déconcentrés et puis nos partenaires associatifs. Et effectivement, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'en réalité, c'est assez hétérogène selon les territoires en fonction du soutien dont on dispose. Il y a un certain nombre de territoires dans lesquels
aujourd'hui, la boussole est un instrument vraiment impressionnant qui fonctionne parfaitement et puis qui apporte vraiment de grands bénéfices aux jeunes. Je pourrais en citer plusieurs, mais j'étais il y a quelques mois en Nouvelle-Aquitaine où on voit bien qu'il y a une très très bonne dynamique autour de la boussole. Et puis il y a des territoires où on travaille encore à convaincre voilà, les élus, un certain nombre d'autres acteurs d'y travailler avec nous. Et donc c'est une dynamique dans laquelle on est et effectivement dans laquelle aussi nos partenaires DigiFrance ont toute leur place pour y travailler avec nous. L'autre question qui est à poser, elle est aussi vraiment importante à mes yeux, cette question de la coordination avec les autres acteurs. On voit qu'on a d'autres acteurs, mais qui répondent aussi parfois à des profils un peu différents de jeunes. Il reste qu'on a un vrai enjeu à gagner en cohérence et à mieux coordonner l'action, je ne sais pas, des missions locales, des CAF dont on parlait à l'instant. Et c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment avancer en interministériel. Et de manière concrète, pour la première fois, d'ailleurs c'est lundi prochain, moi je vais réunir un comité en interministériel, interservice de l'information jeunesse qui réunit l'ensemble des parties prenantes des ministères qui sont concernés par ces questions d'information jeunesse pour coordonner, travailler ensemble et bien sûr en présence de nos collègues de services déconcentrés et puis de nos partenaires associatifs pour justement harmoniser, améliorer la cohérence de notre offre au service des jeunes. Et donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut avancer sur des objets concrets et où on espère voilà, améliorer encore la lisibilité de l'offre dans les territoires au service de nos jeunes. Merci beaucoup. Alors, juste pour finir, Oui, je sentais si vous me permettez, donc j'ai parlé beaucoup du baromètre. Il existe sur le site internet de la Fondation de France. Vous en trouvez un 4 pages qui développe un petit peu les principaux aspects. Il y a un autre document qui est une étude plus approfondie qui donne des données vraiment sur les besoins des jeunes en matière de vie quotidienne. Et je vous recommande vraiment cette lecture qui complète parfaitement le travail fait par l'INJEP et le CREDOC. Très bien. Complémentarité, je crois que c'est le maître mot qui a aussi été une forme de fil rouge entre les deux temps qu'on a eu aujourd'hui, aussi bien sur la présentation, et merci à Amélie et à Charlotte pour la présentation de leurs résultats, puis pour le travail et les résultats qui sont fournis. Je rappelle là aussi que le rapport est en ligne, ainsi que l'IAS thématique sur le sujet. Et merci encore à vous vous êtes joint à nous pour mettre en perspective ces résultats, redire l'intérêt qu'ils ont pour l'action publique, mais aussi pour les acteurs en complémentarité de leur action. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on enrichit nos propres travaux. C'est en travaillant avec les autres et en avançant ensemble qu'on arrive à faire progresser les choses. Et merci encore à tous les deux. Merci à celles et ceux qui nous regarde à distance et bien on vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain rendez-vous de la doc dont on ne connaît pas encore la thématique, mais ça c'est du teasing pour que vous puissiez suivre au jour le jour nos réseaux sociaux pour avoir la date précise. Merci à toutes et à tous. Merci aux encore équipes de l'INJEP. Merci beaucoup. Et bonne fin de journée à vous tous. Au revoir. Merci.